Un scorpion, armé jusqu'aux dents, venin mortel, queue en arc de cercle, prêt à frapper. Il est mort en 10 secondes, sans avoir eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Et le criminel, il est là, debout sur ses pattes arrière, qui finit son repas tranquillement. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter au début de la ruse. Le suricate, petit mammifère de 700 grammes, 30 cm de haut. On le voit dans les documentaires, debout, les yeux plissés face au soleil. Les enfants l'adorent, les parents achètent des peluches à son effigie. C'est exactement ce qu'il veut que vous pensiez. Son territoire, les déserts et savanes d'Afrique australe, le Kalahari, des terres où tout ce qui vit essaie de vous tuer. Son taux de survie dans cet environnement, supérieur à 80% par an. Le lion, dans la même savane, à peine 60%. Le suricate vit plus longtemps que le roi de la savane, et personne ne lui consacre de documentaire. Il opère en groupe, il établit des hiérarchies, il forme ses jeunes, il planifie. Ce n'est pas un animal, c'est une organisation criminelle. Première ruse. Un scorpion. Regardez-le. Queue en crosse, venin classé parmi les plus dangereux d'Afrique. Une piqûre peut tuer un chien adulte. Pour les prédateurs de la région, c'est un panneau stop en rouge vif. N'approche pas. Le suricate, lui, regarde le scorpion comme un casse-croûte. Voici la méthode, étape par étape. D'abord, il s'approche vite, très vite, pas d'hésitation. Le scorpion lève sa queue, réflexe défensif. Trop lent. Le suricate lui mord la queue en premier, pas le corps, la queue. La queue, c'est l'arme. Il la neutralise avant tout, comme désarmer un suspect avant de l'interpeller. Ensuite seulement, il attaque le corps. Pince, inutile sans le venin. Il retourne l'animal, il le mord derrière la tête. En 10 secondes, c'est terminé. Mais ce n'est pas le plus fou. Le plus fou, c'est que le suricate est naturellement résistant au venin de scorpion. Les piqûres accidentelles ne le tuent pas. Il a coévolué avec sa proie pour devenir immunisé, et il en a fait une spécialité. Et pour que cette technique ne meure pas avec lui, il l'enseigne. Il amène les jeunes sur le terrain. D'abord des scorpions morts, puis des scorpions vivants mais sans queue, puis des scorpions entiers, pendant des semaines. Un programme de formation complet. Cet animal a inventé l'école des chasseurs. Maîtriser le venin d'un scorpion, c'est bien, mais dans le Kalahari, il y a des menaces autrement plus sérieuses. Que se passe-t-il quand la cible peut tuer tout le groupe d'un seul coup? Deuxième ruse. Un cobra. Le cobra du Cap. 2 mètres, crochet rétractile, venin neurotoxique. En ligne droite, un seul coup suffit à tuer un suricate adulte. Et le cobra le sait. Il s'avance vers le groupe, capuchon déployé, signal d'intimidation. La plupart des animaux fuient. Le groupe de suricates, lui, ne recule pas d'1 centimètre. Ce qui se passe ensuite ressemble à une opération militaire. La sentinelle, le suricate posté en hauteur depuis le début de la matinée, émet un cri d'alarme spécifique. Pas n'importe lequel. Le cri « serpent au sol ». Le groupe a plusieurs codes selon la menace. Rapace dans le ciel, prédateur terrestre, reptile. Chaque signal déclenche une réponse différente. À ce signal, les rôles s'attribuent en quelques secondes. Une partie du groupe récupère les petits et les met à l'abri. Une autre partie se positionne autour du serpent. Pas en face, sur les côtés. Hors de portée de frappe directe. Maintenant commencent les provocations. Un suricate s'avance, dos arqué, poils hérissés. Il paraît 2 fois plus grand qu'il n'est. Il grogne. Le serpent tourne la tête vers lui. C'est le moment qu'attend un autre suricate, dans son dos. Morsure rapide, à la queue, et retraite immédiate. Le serpent se retourne. Un 3e suricate attaque de l'autre côté. Retraite. Un 4e. Retraite. Il ne l'attaque pas frontalement. Jamais en même temps. Toujours sur les angles morts. Ils épuisent le serpent. Ils le désorientent. Sa précision se dégrade. Ses frappes manquent leur cible de quelques centimètres. 30 minutes plus tard, le cobra est épuisé. Il cherche à fuir. Le groupe lui autorise, parfois. Parce que si le serpent représente une menace récurrente pour le territoire, le groupe ne le laisse pas partir. Il le finit. 0 victime côté suricate. Le cobra n'a touché aucun d'eux. Ils n'ont pas chassé un serpent, ils ont mené une opération tactique. Un scorpion, il le désarme. Un serpent, il le met en déroute avec son escouade. Mais que se passe-t-il quand l'ennemi est un autre suricate? Quand ce n'est plus de la chasse, quand c'est de la guerre? Dernière ruse. Le plus lourd.
La cible n'est pas un insecte, pas un reptile. La cible, ce sont des suricates, un clan rival qui a franchi la frontière du territoire. Et ce qui suit ne ressemble plus à de la chasse, ça ressemble à de la géopolitique. Chaque matin, avant même le lever du soleil, le clan dominant envoie des patrouilleurs aux limites du territoire. Leur mission, inspecter les marquages olfactifs laissés la veille. S'il y en a de nouveaux, ceux d'un clan étranger, l'alerte est donnée. Ce jour-là, il y en a. Le clan se mobilise, pas dans un désordre, en formation. Les mâles dominants en tête, les femelles et les jeunes à l'arrière protégés. La progression est lente, délibérée. Ils chantent en archant. Des vocalisations de groupe synchronisées qui montent en volume à mesure qu'ils approchent. Ce n'est pas de l'agitation, c'est de l'intimidation psychologique calculée. Le clan rival est là, il a entendu les chants, il chante lui aussi. Pendant plusieurs minutes, les deux groupes s'observent à 10 mètres de distance. Dos arqué, poils hérissés, corps de profil pour paraître plus grand qu'il n'est. Ils grognent. Le clan dominant ne cherche pas seulement à repousser les intrus, il cherche à les effondrer de l'intérieur. Si la rencontre tourne à un affrontement physique et que le clan dominant gagne, ce qui suit est implacable. Les femelles dominantes, celles qui dirigent le clan, s'attaquent directement aux femelles reproductrices adverses. L'objectif, les empêcher de se reproduire. Parfois plus loin que ça. Les scientifiques ont un mot pour ça. Infanticide intergroupe. La femelle dominante victorieuse peut tuer les petits du clan rival pour s'assurer que sa lignée est la seule à survivre dans ce territoire. Ce n'est pas de la violence aveugle, c'est une stratégie démographique. Le clan perdant se disperse. Certains membres rejoignent le clan vaincu après une période de soumission et d'évaluation. D'autres errent seuls, ce qui, dans le Kalahari, est une condamnation à mort à court terme. Le clan dominant récupère le territoire, les ressources, parfois même les individus les plus utilisables de l'ennemi vaincu. Zéro gaspillage, zéro sentiment. Cet animal de 700 grammes pratique une guerre totale, avec une doctrine. Il neutralise le venin d'un scorpion et l'enseigne à ses enfants. Il monte des opérations tactiques contre des cobras en rotation de frappe. Il mène des guerres de territoire avec une doctrine démographique. Et quand tout est terminé, il retourne au terrain. Il se poste en sentinelle, il surveille l'horizon. Il pèse 700 grammes. Le suricate, l'animal le plus sous-estimé du Kalahari, est l'un des cerveaux les plus croix de la savane. La prochaine fois, on découvre les ruses d'un animal qui utilise des outils, de la patience et la physique de l'eau pour piéger ses proies.